Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au phénomène de propagation de la lumière. Tout d'abord, nous allons commencer par quelques rappels, et notamment au niveau des notions de vocabulaire. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est une source primaire de lumière. Une source primaire de lumière produit sa propre lumière. On peut citer comme exemple une lampe, une luciole, une étoile comme le soleil, la flamme d'une bougie, etc. Une source secondaire de lumière est un objet qui ne produit pas sa propre lumière, mais qui diffuse, c'est-à-dire qui renvoie dans toutes les directions de l'espace, la lumière qu'il reçoit. Tout objet visible est une source secondaire de lumière, comme par exemple une fleur, une table, la lune, etc. Intéressons-nous maintenant aux conditions de visibilité. On ne peut pas voir la lumière, on ne peut voir que les objets, à condition que ceux-ci diffusent de la lumière dans l'œil de l'observateur. Par exemple, si on utilise une source laser et qu'on projette sur un écran, on ne voit pas le faisceau de lumière, uniquement le point sur l'écran. On peut voir le faisceau laser uniquement si on place la même situation en présence de poussière ou de fumée. En effet, les petites particules de poussière ou de fumée vont diffuser la lumière émise par la source laser jusqu'aux yeux de l'observateur. Un objet est donc vu par un observateur si la lumière émise ou renvoyée par cet objet pénètre dans les yeux de l'observateur et atteint sa rétine. Cette petite expérience va montrer qu'on ne peut pas voir directement la lumière, mais uniquement les objets qui diffusent cette lumière. Alors dans la petite expérience, on met de l'eau dans un récipient, on nous montre que le faisceau laser n'est pas visible dans l'air, il n'est pas non plus visible dans l'eau. On rajoute un petit peu de lait pour qu'il y ait des petites particules en suspension qui puissent agir et diffuser la lumière émise par le laser. On voit qu'effectivement, en présence de petites particules présentes dans l'eau, on peut bien observer, visualiser le faisceau laser qui traverse l'eau. Si maintenant on veut visualiser le faisceau laser dans l'air, il suffit par exemple d'utiliser un brumisateur, et donc comme ça on pourra visualiser le faisceau laser. Dans une troisième partie, nous allons nous intéresser au principe de propagation rectiligne de la lumière, qui dit que dans un milieu transparent, donc qui laisse passer la lumière, homogène, c'est-à-dire qui a les mêmes propriétés quel que soit l'endroit de l'espace où on se trouve, et isotrope, ça veut dire que ces propriétés ne varient pas si on change de direction, et bien la lumière se propage en ligne droite. C'est le cas habituellement des faisceaux laser qu'on peut visualiser sur ces images. Néanmoins, lorsque la lumière se propage dans un milieu transparent qui n'est pas homogène, la propagation de la lumière ne sera pas rectiligne, mais vu que l'œil interprète toujours la lumière qu'il reçoit comme s'étant déplacée en ligne droite, eh bien, il y a parfois apparition de phénomènes qu'on appelle par exemple les mirages optiques, comme les mirages chauds ou les mirages froids. Alors, on va voir quelques photographies avec quelques exemples de mirages, comme ceux qui sont connus lorsque il fait chaud au niveau des routes goudronnées, on a l'impression de voir de l'eau. Et puis dans d'autres conditions, on peut avoir observation de mirages encore un petit peu plus intrigants. Là, on voit que par exemple le soleil a une forme déformée. On a l'impression de voir des bateaux qui volent au-dessus de l'eau, comme ici. Là aussi, on voit la côte qui a un aspect particulier, parce qu'on dirait qu'elle vole au-dessus de la mer. Alors, dans une deuxième grande partie, on va se demander ce qui arrive à la lumière lorsqu'elle rencontre un milieu opaque. Alors, tout d'abord, nous allons nous intéresser à deux phénomènes particuliers qui sont la diffusion et la réflexion. Et il va pas falloir confondre un phénomène avec l'autre.
Alors, lorsque la lumière va rencontrer un objet opaque, il y a une partie de cette lumière qui peut être absorbée. Si la totalité de la lumière est absorbée, cet objet nous apparaîtra noir. Si la totalité de la lumière n'est pas absorbée, il va y avoir une partie de la lumière qui va pouvoir être diffusée, ce qui signifie qu'elle va repartir dans toutes les directions de l'espace, comme le montre ce petit schéma. Et une partie de la lumière va pouvoir être réfléchie si elle repart dans une direction particulière, comme l'indique ce petit schéma. On va parler de lumière incidente pour la lumière qui arrive sur l'objet et de lumière réfléchie lorsqu'on s'intéresse à la lumière qui repart. La normale, c'est la droite perpendiculaire à la surface au niveau de laquelle va arriver la lumière incidente. Intéressons-nous aux lois de la réflexion, alors qui sont au nombre de 2. On les appelle parfois les lois de Snell-Descartes de la réflexion. Alors la première loi indique que le rayon incident, donc celui qui arrive sur l'objet, la surface qui nous intéresse, donc ce rayon incident et le rayon réfléchi, c'est-à-dire le rayon qui en repart, sont situés tous les deux dans un même plan, et ce plan va être appelé plan d'incidence. La deuxième loi de Snell-Descartes concernant la réflexion indique que la mesure de l'angle de réflexion, donc indiqué petit r sur le schéma, est égale à celle de l'angle d'incidence, noté petit i sur le schéma. On remarquera que l'angle d'incidence se mesure entre le rayon lumineux incident et la normale, et que l'angle de réflexion, l'angle réfléchi, se mesure lui aussi entre la normale et cette fois-ci le rayon réfléchi. Donc I égale R dans le cas de la réflexion. Intéressons-nous maintenant à un autre phénomène qui s'appelle la réfraction. Et tout d'abord, mettons-le en évidence. Alors dans cette première expérience, on envoie de la lumière émise par un laser au niveau d'une interface entre l'air et le verre. On va appeler dioptre la surface de séparation entre l'air et le verre, on appelle aussi ça interface air-verre. Et donc le petit objet, l'hémicylindre, on appelle ça un disque optique en verre. Donc on se rend compte que lorsque le faisceau lumineux arrive au niveau de l'interface, il est dévié et il ressort avec un angle qui ne correspond pas à l'angle d'incidence au niveau de sa valeur. On voit qu'il y a déviation et dans ce cas-là, le rayon lumineux se rapproche de la normale. On remarque aussi qu'une partie du rayon lumineux est réfléchie, renvoyée suivant les lois de la réflexion qu'on a définies juste avant. Alors, on peut s'intéresser en revenant sur l'expérience de tout à l'heure à ce phénomène-là qui était aussi visible. Et on remarque là aussi qu'une partie de la lumière est réfléchie alors qu'une partie de la lumière est transmise mais réfractée, c'est-à-dire qu'il y a un changement de direction. Dans cette nouvelle expérience, là aussi, un faisceau laser d'une autre couleur, le faisceau laser vert, arrive à l'interface entre l'air et l'eau, au niveau du point d'incidence, et on voit que ce faisceau est dévié. Donc dans différentes situations, au niveau desquelles la lumière ne se propage plus en ligne droite à partir du moment où elle arrive au niveau d'une interface, eh bien on peut observer ce phénomène de réfraction. Intéressons-nous maintenant à une expérience qui est l'expérience d'Archimède. Donc Archimède avait réussi à mettre en évidence le phénomène de réfraction. Il proposait une expérience que j'ai reproduite et dont je vais vous montrer la vidéo. Voici une description de son expérience. Si tu poses un objet au fond d'un vase opaque et si tu t'éloignes du vase jusqu'à ce que l'objet soit invisible, tu le verras réapparaître à cette distance dès que tu rempliras le vase d'eau. Donc dans cette expérience, il y a un objet qui est au niveau du bol bleu. On remplit le bol avec de l'eau et on voit réapparaître l'objet qui était en réalité une pièce qu'on avait placée au niveau du récipient. Alors au niveau de l'explication, dans la situation initiale, quand il n'y a pas d'eau dans le bol, les rayons lumineux provenant de la pièce n'arrivent pas jusqu'à l'œil de l'observateur, alors que lorsqu'on remplit le récipient, le phénomène de réfraction fait que les rayons lumineux issus de la pièce arrivent à parvenir jusqu'à l'œil de l'observateur. Mais vu que notre cerveau interprète les rayons lumineux comme provenant directement en ligne droite des rayons lumineux qu'il reçoit, on a l'impression de voir la pièce un petit peu plus haute et un petit peu plus loin dans le récipient que ce qu'elle n'est en réalité.
Concernant ce phénomène de réfraction, nous avons besoin d'introduire une notion qui s'appelle la notion d'indice de réfraction. L'indice de réfraction d'un milieu transparent se note n. C'est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu transparent considéré. Donc l'indice de réfraction n égale c sur v. C et V étant des vitesses, elles sont en mètres par seconde, et n est le rapport de deux vitesses, et il n'aura donc pas d'unité. L'indice de réfraction sera toujours supérieur à 1, puisque la célérité de la lumière dans un milieu matériel est toujours inférieure à celle dans le vide. On peut prendre quelques exemples. Pour l'eau, l'indice de réfraction vaut 1,33, pour le verre 1,53, etc., etc. Au niveau du vocabulaire toujours, on dit que quand deux milieux transparents ont des indices de réfraction différents, il y en a un qui est plus réfringent que l'autre. Un milieu est plus réfringent quand son indice de réfraction est supérieur à celui de l'autre milieu. Il existe aussi des lois qui permettent de modéliser le phénomène de réfraction, on les appelle aussi les lois de Descartes, mais cette fois-ci pour la réfraction. Elles sont au nombre de 2. La première loi indique que le rayon réfracté, donc celui qui traverse l'interface entre les deux milieux, mais qui est dévié. Donc le rayon réfracté et le rayon incident, c'est-à-dire celui qui arrivait initialement à l'interface, sont contenus tous les deux dans un même plan qu'on va appeler le plan d'incidence. Et concernant la deuxième loi, elle indique une relation mathématique, n1 sinus I1 égale n2 sinus I2, avec n1 et n2 les indices de réfraction des milieux traversés par le rayon lumineux, et I1 et I2 étant, pour I1, l'angle d'incidence, si c'est le milieu 1 qui a été traversé en premier par le rayon lumineux, et I2 étant l'angle réfracté ou l'angle de réfraction, si le milieu 2 est le deuxième milieu traversé par le rayon lumineux. On va donc pouvoir déterminer mathématiquement des grandeurs inconnues connaissant les autres paramètres au niveau des expériences qu'on va pouvoir faire. Donc la situation de réfraction est reschématisée ici. Donc on a le rayon incident, l'angle d'incidence qui est là aussi mesuré par rapport à la normale, le point d'incidence, le dioptre qui est l'interface entre les deux milieux transparents, le rayon réfracté qui est celui qui est dévié qui repart dans le second milieu, et l'angle réfracté qui là encore j'insiste est mesuré entre le rayon réfracté et la normale au dioptre. Le phénomène de réfraction a parfois des limites, on ne l'observe pas toujours. En effet, dans le cas de la réfraction d'un rayon lumineux traversant une interface, par exemple R-vert, c'est-à-dire que le rayon lumineux passe d'un milieu moins réfringent, c'est-à-dire d'indice petit, à un milieu plus réfringent, c'est-à-dire d'indice plus grand, N1 plus petit que N2, l'application de la deuxième loi de Descartes va nous montrer que, d'après N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, et bien tout simplement l'angle I2 va être plus petit que l'angle I1. On dira que le rayon lumineux se rapproche de la normale. C'est le cas de l'expérience de tout à l'heure, où on voit bien qu'effectivement le rayon lumineux réfracté se rapproche de la normale par rapport à ce qu'il aurait été s'il n'avait pas été dévié. Mais que se passe-t-il si le rayon lumineux passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent? Quand la lumière traverse effectivement le dioptre, eh bien le rayon réfracté va s'éloigner de la normale, par analogie avec le raisonnement qu'on vient de faire juste avant. On prend le petit exemple, on voit qu'effectivement le rayon lumineux envoyé par le laser, et qui fait un angle I1 avec la normale, est réfracté, et l'angle I2 du rayon réfracté par rapport à la normale est plus grand que I1. Si on augmente l'angle d'incidence, eh bien l'angle de réfraction va augmenter lui aussi, mais plus vite que l'augmentation de l'angle d'incidence. Et on va arriver à une situation où l'angle réfracté va finir par atteindre 90 degrés, à la limite. Et ensuite, si on continue d'augmenter l'angle d'incidence, on va aboutir à un phénomène qui va s'appeler le phénomène de réflexion totale. Donc si l'angle d'incidence est supérieur à une certaine limite, eh bien on va observer une réflexion et non plus une réfraction. Dans quelles conditions va-t-on pouvoir observer la réflexion totale ? À la limite, lorsqu'on a encore à la limite de la réfraction et qu'on n'est pas encore tout à fait à la réflexion totale, on va avoir ce qu'on appelle une émergence rasante, c'est-à-dire que le rayon réfracté va ressortir avec un angle de 90 degrés. Si j'utilise la deuxième loi de Descartes de la réfraction pour traduire cette situation, eh bien je vais pouvoir écrire que N1 sinus I1, I1 limite, qui me permet d'obtenir une émergence rasante, est égal à N2 sinus I2,
I2 étant égal à 90 degrés dans le cas de l'émergence rasante. On va donc pouvoir en déduire que sinus de I1 limite va être égal à N2 sur N1, ce qui va nous permettre de pouvoir calculer à l'aide d'une calculatrice la valeur de l'angle d'incidence limite au-delà duquel il va y avoir réflexion totale. Quelles sont les applications de la réflexion totale? Elles sont diverses et variées. On peut parler notamment des fibres optiques qui sont utilisées en télécommunication afin de pouvoir transmettre un flux d'informations important avec des pertes minimales. Ils sont utilisés aussi comme guide de lumière dans les fontaines lumineuses ou qui peuvent être utilisés en médecine notamment dans le cadre de l'endoscopie. On peut parler aussi de l'utilisation dans des prismes à réflexion totale qui sont très utilisés en optique, notamment dans un certain type d'appareils photo qu'on appelle les appareils photo réflexes, dans les jumelles, etc. À ce moment-là, les prismes à réflexion totale remplacent parfois les miroirs pour dévier des faisceaux lumineux. Enfin, on peut citer l'utilisation de la réflexion totale dans des réfractomètres, qui sont des appareils qui permettent de déterminer avec précision l'indice de réfraction d'une substance transparente, liquide ou solide, ce qui est utilisé en analyse de substances. Notamment, ça permet de mesurer la teneur en sucre de jus de fruits, de miel, etc. Voilà pour ce chapitre 8 sur la propagation de la lumière. Je vous propose maintenant d'aller faire quelques petits exercices pour lesquels je vous donnerai la correction dans une vidéo qui va suivre.